Dans un studio éclairé par des projecteurs puissants, plusieurs personnes sont alignées face à la caméra, chacune tenant un ballon rouge gonflé à bloc, symbole d'une seule chose, ça passe ou ça casse. Au centre de ce dispositif, une règle simple en apparence mais lourde de conséquences. Si la personne en face de toi ne te plaît pas, si quelque chose te dérange un tout petit peu, si un détail ne correspond pas à ce que tu attends, alors tu éclates le ballon et tu mets donc fin immédiatement à toute possibilité de rencontre. Le geste, il est rapide, je dirais même trop rapide des fois. Et en une fraction de seconde, quelqu'un vient d'être rejeté publiquement sous les yeux d'autres participants, mais aussi sous ceux de milliers, parfois des millions de spectateurs derrière leur écran. À première vue, ce concept pop des ballons, lorsqu'on regarde à la surface, on voit tout de suite que c'est un concept qui a été pensé pour divertir, pour provoquer des réactions, pour capter de l'attention dans un environnement saturé de contenu. Pourtant, plus on observe le déroulé de ces vidéos, plus il y a, comme je dirais, un malaise qui s'installe. Parce qu'en réalité, ce qui se joue dans les vidéos n'a rien à voir avec, je dirais, un contenu de rencontre, un contenu où on va pour trouver de l'amour. Parce qu'en réalité, personne ne prend réellement le temps de découvrir l'autre, d'écouter son histoire ou de comprendre son parcours. Tout se décide en quelques secondes sur une apparence, sur une phrase peut-être maladroite ou encore sur un signe extérieur jugé insatisfaisant ou incompatible, et surtout aussi sur la pression constante du regard des autres. Depuis plusieurs mois, ce concept connaît une explosion spectaculaire sur YouTube avant d'être découpé, recyclé et amplifié sur TikTok, Instagram et Facebook, cumulant des milliards de vues et déclenchant des débats passionnés dans les commentaires où chacun se positionne finalement à son tour en juge, donnant son avis sur qui mérite d'être choisi ou alors sur qui mérite d'être éliminé. Mais derrière ce succès fulgurant, il y a une question qui a commencé à me trotter dans la tête depuis un moment. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ce concept fonctionne-t-il aussi bien et pourquoi les plateformes semblent-elles le mettre en avant. Et la réponse que j'ai découverte, en réalité, ne se trouve pas parce que c'est un concept qui parle d'amour et de divertissement, non. En fait, la réponse se trouve dans la manière dont Internet, au travers des algorithmes des réseaux sociaux, ont progressivement transformé nos rapports humains et particulièrement nos rapports hommes-femmes en une culture de jugement permanent où l'apparence et la performance priment désormais sur la profondeur et la complexité des relations. Car Pop des Ballons n'a rien inventé. Il n'a fait que rendre visible un système de pensée déjà bien ancré sur les réseaux sociaux où l'on apprend à juger en quelques secondes, à comparer sans contexte et à rejeter sans conséquences apparentes tout en étant récompensé par des vues, des likes et de la visibilité. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aimer, séduire ou être choisi ne relève plus seulement de l'intime. Cela passe par une mise en scène, par un pitch, par une validation collective orchestrée par les plateformes elles-mêmes. Donc cette vidéo n'a pas pour objectif forcément de condamner le concept, il marche d'ailleurs très bien, ni de pointer du doigt les différents participants, non. En fait, cette vidéo cherche simplement à comprendre comment à l'aide d'Internet, la recherche de l'amour s'est progressivement transformée en marché, comment les plateformes ont façonné nos comportements et pourquoi les concepts justement comme Pop des Ballons sont devenus le symbole le plus frappant de cette transformation. Il raconte quelque chose de profond sur notre peur du rejet, sur notre besoin de validation et sur la manière dont finalement les réseaux sociaux redessinent sans bruit mais avec efficacité les rapports hommes-femmes à l'échelle mondiale. Et c'est précisément ce que nous allons décortiquer dans la suite de cette vidéo. Si Pop des Ballons fonctionne aussi bien sur Internet aujourd'hui, ce n'est pas parce que le concept il est original ou parce que peut-être il parle d'amour ou de rencontres entre hommes et des femmes. Non. Mais en fait, c'est parce que le concept repose sur un principe fondamental que toutes les plateformes valorisent aujourd'hui. Ce principe-là, c'est l'art de la polarisation. Ce que vous devez observer sur ce concept, c'est que dès les premières secondes, le jeu impose une logique radicale sans nuance possible où l'on est soit validé, soit rejeté. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de juste milieu. Et c'est précisément cette absence de nuance qui déclenche l'engagement massif. Sur les réseaux sociaux, la polarisation est devenue un moteur central de la viralité. Parce qu'un contenu qui oblige à prendre position crée mécaniquement plus de réactions qu'un contenu conscientiel. Soit on est d'accord, soit on ne l'est pas. Soit on défend, soit on attaque, mais dans tous les cas, on réagit.
Pop the Balloon applique cette logique à la sphère intime. Le jugement amoureux devient donc binaire, transformant chaque interaction en prise de position émotionnelle, aussi bien pour les participants que pour les spectateurs. C'est cette radicalité qui rend le format parfaitement compatible avec les algorithmes. Les plateformes en réalité ne sont pas conçues pour valoriser la réflexion lente ou la nuance, non. Elles sont conçues pour détecter ce qui provoque les réactions rapides, visibles et répétées. Or, dans ce concept, chaque éclatement de ballon agit comme un déclencheur émotionnel instantané qui provoque non seulement de la surprise, de la gêne, de l'indignation ou l'approbation et pousse naturellement le spectateur à commenter, à partager son avis ou à comparer son propre jugement à celui des participants. Selon un article publié par Today.com, le site d'actualité de l'émission américaine Today, ce sont précisément ces interactions inconfortables et ces décisions tranchées qui expliquent pourquoi les vidéos génèrent autant de commentaires et de débats. Maintenant, sur YouTube, ce principe de polarisation prend une dimension encore plus puissante, car le format long permet d'installer une tension continue sur toute la vidéo. Chaque présentation devient une attente, chaque réponse un potentiel point de rupture, chaque rejet relance immédiatement l'attention du spectateur qui reste pour voir jusqu'où le processus ira et qui sera encore debout à la fin. Cette succession de micro-climax, c'est-à-dire de montée de tension, maintient un niveau de rétention élevé, un indicateur clé pour l'algorithme qui interprète ce comportement comme un signal de qualité et augmente mécaniquement la visibilité du contenu. C'est ainsi que les épisodes dépassant parfois les 1 heure parviennent à cumuler facilement plusieurs millions de vues, comme le montrent d'ailleurs plusieurs chiffres sur la chaîne d'Arlette Amélie, dont les vidéos ont rapidement franchi le cap des 100 millions de vues cumulées. Mais la force de ce concept ne réside pas uniquement dans son aspect polarisant ou parce que ce sont de longues vidéos. Le concept en lui-même est également pensé presque naturellement pour être fragmenté et redistribué sur d'autres plateformes courtes. Chaque moment de rejet constitue d'ailleurs un extrait autonome parfaitement compréhensible sans contexte qui peut être consommé en quelques secondes sur TikTok, sur Instagram Réel ou sur YouTube Short. Ces extraits s'assurent de concentrer l'essence même de la polarisation, ce qui derrière suffit à déclencher une avalanche de commentaires. Comme le souligne la radio nationale publique américaine, ce sont précisément ces clips viraux qui attirent une nouvelle audience vers le format long en créant ainsi un cycle d'amplification entre les plateformes. Cette logique explique aussi pourquoi le concept suscite autant de controverses, parce qu'on a des scènes virales presque épiques qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Et je peux vous prendre le cas d'une scène sur laquelle je suis tombé dessus qui m'a fait beaucoup rire lorsque je faisais les recherches sur cette vidéo. En fait, on observe un candidat qui éclate le ballon en sautant littéralement dessus, cristallisant ainsi des débats passionnés sur la superficialité, l'honnêteté ou la violence symbolique du rejet dans ce concept. Mais là encore, ces controverses ne freinent pas la diffusion, au contraire même, elles les accélèrent. Sur Internet, et je pense que vous l'avez suffisamment compris en regardant de bout en bout mes vidéos, les algorithmes ne savent pas s'il faut soutenir une indignation, non. Ce que les algorithmes comprennent, c'est l'intensité de la réaction et c'est ça qu'ils valorisent. Dans un écosystème où l'attention est fragmentée et où la concurrence est permanente, ce format a compris une chose essentielle. Pour exister, il faut forcer le public à choisir un camp. En réalité, et je pense que vous l'avez compris, Pop the Balloon ne devient pas viral parce qu'il parle d'amour. Il devient viral parce qu'il transforme le rejet en contenu et parce qu'il exploite parfaitement cette logique de polarisation que les réseaux sociaux récompensent depuis la nuit des temps. Et comme tout format qui fonctionne à ce point sur Internet, il ne reste jamais confiné à un seul endroit, il finit toujours par voyager. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie de cette vidéo. Avant de voir comment ce concept s'est exporté dans le monde entier avec plusieurs ramifications, laissez-moi d'abord vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est rien d'autre que Brandeo, mon entreprise.
Dès que Fanel est arrivé, j'ai eu une explosion totale. Je peux vous dire que j'ai senti la différence entre avant et après. Avant de collaborer avec Brandéo, notamment Fanel, j'étais à 1000 abonnés sur YouTube. YouTube, c'est la plateforme la plus puissante pour faire passer votre message et construire votre audience. Contrairement à TikTok ou Instagram, vos vidéos ne disparaissent pas après 24 heures ou 48 heures. Sur YouTube, vos contenus continuent à travailler pour vous avec le temps. Une bonne vidéo, par exemple, peut générer des vues, des abonnés, des clients pendant des mois, voire des années. Aujourd'hui, avec Brandéo, à l'heure où on parle aujourd'hui, en juillet 2025, il a plus de 25 000 abonnés et le chiffre ne fait que augmenter de jour en jour. Vous avez une seule chose à faire, allez taper Argent Libre, vous allez voir la chaîne YouTube qui existe depuis pas mal d'années. Et il y a quelques mois en arrière, on a eu l'honneur de travailler avec Fanel de Brandéo. Si vous voulez vous lancer dans la production de contenu, en l'occurrence sur YouTube, moi je vous recommande vivement Brandéo. Le gars connaît son truc, il passe beaucoup de temps avec vous. Si vous comptez vous lancer sur YouTube, si vous souhaitez créer du contenu, exploser votre chaîne YouTube et avoir des statistiques de malade, Fanel c'est exactement la personne qu'il vous faut. Grâce à ses conseils, grâce à ce qu'il m'a donné comme stratégie, j'ai pu développer une chaîne YouTube aujourd'hui à plus de 5 000 abonnés. Fanel, c'est quelqu'un que je conseille à tout le monde qui veut vraiment faire ou prendre YouTube sérieusement. Je fais cette vidéo aujourd'hui à l'endroit de Fanel de Brandéo qui m'accompagne depuis le lancement de ma chaîne. En quelques mois, je suis passé de 0 à bientôt 3000 abonnés et je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet, connaît les rouages de l'algorithme. Il a aujourd'hui des résultats avec des personnes comme moi et bien d'autres personnes qui sont satisfaites de son accompagnement depuis le début. Si tu vis en France et que tu veux lancer ou scaler ta chaîne YouTube, sache que chez Brandéo, on vient d'ouvrir quelques places pour un accompagnement complet. Clique sur le premier lien en description et réserve ton appel directement avec moi. Alors, sur Internet, un concept viral ne reste jamais la propriété de ceux qui l'ont créé. Une fois qu'il capte l'attention, il est immédiatement imité, remixé, découpé et diffusé sur toutes les plateformes jusqu'à ce qu'il perde toute notion d'origine. Pop des Balloons en est l'illustration parfaite. Dès ses premiers succès sur YouTube, des extraits de l'émission ont commencé à circuler massivement sur TikTok, parfois même sans que les créateurs ne soient informés. Ahmed Amouli, qui est en fait l'une des pionnières de la vulgarisation de ce concept, raconte qu'un jour elle a découvert presque par hasard un clip de son émission publié par un inconnu sur TikTok, réalisant à cet instant que le concept faisait le buzz bien au-delà de sa chaîne initiale. Cette dynamique n'a rien d'accidentel, c'est même déjà arrivé à l'une de nos clientes chez Brandéo. Dès qu'un contenu retient l'attention plus longtemps que les autres, l'algorithme le met en avant, le teste auprès de nouvelles audiences, puis incite indirectement à sa reproduction. Plus un concept fonctionne, plus il est copié et plus il devient omniprésent. Pop des Balloons, avec ses éliminations choc, avec son suspense immédiat et sa mécanique parfaitement lisible, réunissait tous les ingrédients pour être cloné à l'infini. L'ampleur de cette diffusion s'explique aussi par la manière dont le concept répond à une curiosité profondément humaine. Comme l'explique Bolia Matundu, l'un des pionniers également de ce concept, les gens sont curieux et ils veulent tout savoir sur la vie des autres. Et voir des célibataires se mettre en jeu publiquement fascine autant qu'un feuilleton bien construit. Chacun peut s'identifier aux participants, projeter ses propres expériences tout en se divertissant des rebondissements et des rejets successifs, ce qui explique pourquoi les épisodes dépassent systématiquement les millions de vues, parfois en moins de 24 heures. C'est donc ainsi que très vite le phénomène a dépassé les frontières américaines parce qu'il a été lancé aux États-Unis par un couple afro-descendant, notamment Bolia Matundu et Ahmed Amouli dont j'ai cité tout à l'heure, qui sont installés en Arizona. Pop des Balloons or Find Love s'est installé en moins d'1 an comme un véritable phénomène culturel mondial. Sur YouTube, des créateurs du monde entier ont lancé leur propre version locale. En Europe, en Afrique, le concept s'est vraiment démocratisé. En France, par exemple, on a le youtubeur Strikagram qui a repris le concept. Au Nigeria, la youtubeuse Nonce Mirage a également repris le concept en le déclinant en édition thématique ou régionale. En Afrique centrale, au Cameroun par exemple, on a le youtubeur Claudio Njala qui a fait pareil et qui a repris le concept. Et je peux vous citer comme ça des centaines de créateurs aux 4 coins du globe qui ont repris le concept. En Jamaïque, en Inde, en Australie, bref.
partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger des vidéos qui reprennent le même concept, mais adaptées aux langues, aux normes sociales et aux attentes culturelles locales. Un fait intéressant également, c'est que les créateurs qui sont à l'origine de ce concept reconnaissent eux-mêmes n'avoir rien inventé au sens strict du terme. Eux-mêmes, ils disent qu'ils se sont inspirés d'une tendance qui circulait déjà en ligne, mais qu'ils ont juste professionnalisé grâce à une réalisation plus soignée, avec un meilleur son, avec un montage plus léché et avec une mise en scène beaucoup plus travaillée. Donc ce supplément de qualité a fait en sorte que leur chaîne soit finalement la référence. Et une fois qu'un format atteint ce niveau de viralité, finalement, comme on disait tout à l'heure, il n'appartient plus à personne. Il devient ce qu'on appelle un bien commun de l'économie de l'attention. Cette logique a atteint un point culminant lorsque Netflix est entré dans la danse. Flairant le potentiel de cette véritable machine à attention, la plateforme de streaming a officiellement récupéré le concept pour en produire sa propre adaptation, Pop des Balloons Live. Un show diffusé en direct chaque samedi depuis avril 2025, animé par l'actrice Yvonne Orji. Donc, voir un concept né sur YouTube se retrouver sur la plus grande scène du streaming mondial illustre un changement d'air profond. Aujourd'hui, les idées ne naissent plus seulement dans les studios traditionnels avant d'être reprises par Internet. Non, c'est même plutôt l'inverse. Elles émergent d'abord sur le web, sont validées par la foule, puis absorbées par l'industrie du divertissement. Netflix a juste repris la formule originale en y ajoutant encore plus de moyens avec un décor de plateau avec des célébrités qui sont invitées et une diffusion en direct, tout en conservant l'essence même du jeu. Preuve que le cœur du concept réside moins dans sa forme que dans la dynamique de jugement qu'il met en scène. Mais une fois de plus, au-delà du succès de ce concept, Pop des Balloons a surtout ouvert la voie à un élargissement beaucoup plus large du marché de l'amour sur Internet. Aujourd'hui, la mise en scène publique de la recherche de l'amour est devenue carrément omniprésente sur Internet. Sur TikTok par exemple, des lives de speed dating se multiplient où des créateurs organisent en direct des rencontres entre inconnus sous les yeux des milliers de spectateurs qui commandent en temps réel. Il y a notamment un live très connu dans la diaspora camerounaise animé par un certain dénommé Le Warman qui permet aux Camerounais du monde entier de trouver l'amour. Et naturellement, il n'est pas le seul. Il y en a tellement plein d'autres créateurs où les rencontres sont même parfois internationales. Et la particularité, une fois de plus, c'est que les échanges entre ces hommes et ces femmes qui recherchent l'amour se font en live, ce qui derrière est transformé en contenu viral. Donc en gros, le concept Pop des Balloons n'est pas une exception en fait. C'est l'une des nombreuses formes qu'a pris le marché de l'amour sur Internet. Un marché fait de formats ludiques, parfois cruels, souvent addictifs, qui redéfinissent la manière dont les relations entre hommes-femmes se construisent. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le marché n'est pas neutre. Il transforme profondément nos comportements, notre rapport au jugement, à la validation et à l'intimité. Et c'est précisément cette transformation que nous allons maintenant analyser. Imagine cette scène. Tu ouvres une application de rencontre, un visage apparaît à l'écran, tu balayes vers la gauche, puis un autre surgit aussitôt, à peine le temps d'observer, et cette fois-ci, tu swipes vers la droite. En quelques minutes, des dizaines de personnes ont été évaluées, acceptées ou rejetées d'un simple mouvement du pouce. Cette manière de fonctionner n'a rien d'anecdotique car elle est devenue la norme. Comme l'expliquent plusieurs études sur l'usage des applications de dating, la majorité des décisions sont prises en quelques secondes, souvent sur la base de l'apparence, bien avant toute tentative de conversation réelle. Cette logique a installé ce que la sociologue Eva Illouz appelle une véritable marchandisation des émotions. Selon ses travaux, les plateformes numériques ont transformé l'intime en vitrine en standardisant les profils, les récits personnels et même les attentes amoureuses, jusqu'à créer une culture où on se compare en permanence et où chacun est évalué comme un produit sur un marché. Sur Instagram, on défile devant des corps, des visages et des modes de vie soigneusement mis en scène, souvent retouchés, et l'on mesure inconsciemment sa propre valeur à l'une de ces images idéalisées. Sur des applications comme Tinder, des enquêtes menées par des médias comme The Atlantic montrent que beaucoup d'utilisateurs passent moins de 5 secondes sur un profil avant de décider s'ils continuent ou non. Ce fonctionnement qu'on retrouvait dans le concept Pop des Balloons, on le retrouve également là sur les applications de rencontres. Selon plusieurs rapports relayés par le Pew Research Center, une majorité de jeunes adultes reconnaissent se sentir régulièrement évalués, notés ou comparés sur les réseaux sociaux, ce qui alimente un sentiment de pression
permanente et l'impression qu'il faut constamment prouver sa valeur. Dans ce contexte, la séduction cesse peu à peu d'être un échange spontané pour devenir une performance à tel point qu'aujourd'hui, il existe des formations qui t'apprennent à avoir plus de matchs sur les applications de rencontres. Donc, on comprend qu'il ne s'agit plus simplement de plaire à quelqu'un, mais de convaincre assez vite, de vendre efficacement et de produire une version de soi suffisamment attractive pour capter l'attention en quelques secondes. Les biographies sont donc soigneusement rédigées, les photos sont parfaitement calculées, l'humour aussi il est calibré. Chacun apprend à se mettre en scène comme un produit, conscient d'être comparé à des dizaines d'autres profils. Des chercheurs en sciences sociales vont jusqu'à parler même d'une économie de la visibilité où l'identité devient une performance continue soumise au regard et au jugement des autres. Cette exposition constante installe une peur nouvelle, non plus seulement celle de ne pas plaire, mais celle d'être rejeté publiquement. Un message maladroit peut finir en capture d'écran sur TikTok, une phrase mal formulée peut devenir un extrait viral et un moment de vulnérabilité peut se transformer en une humiliation collective. Chaque interaction amoureuse donne l'impression de passer un examen devant une audience invisible mais omniprésente. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que si ce système perdure, c'est aussi parce qu'il répond à un besoin profondément humain, celui de la validation sociale. Les plateformes l'ont parfaitement intégré. Chaque like sur Instagram par exemple, chaque notification, chaque match agit comme une récompense symbolique. Des spécialistes de l'attention cités par The Garden et Psychological Today expliquent que ces mécanismes activent les mêmes circuits de récompense que les jeux de hasard avec un petit pic de dopamine qui incite à recommencer. À l'inverse, l'absence de réaction peut impacter sévèrement l'estime de soi. Au fond, la recherche de l'amour n'a pas vraiment changé. On cherche toujours la connexion, la reconnaissance et le lien. Mais Internet a profondément transformé la manière dont nous nous jugeons dans cette quête de l'amour-là. On ne se découvre plus comme à l'époque de nos parents dans la durée et dans l'intimité. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on swipe, on se classe et on s'évalue en quelques secondes. Pourtant, les sentiments naissent toujours dans le cœur, mais le premier tri se joue toujours au bout du pouce. Et c'est là tout le paradoxe, parce que dans cette quête de l'amour, à force de vouloir multiplier les opportunités, c'est-à-dire multiplier les interactions, nous avons rendu chaque interaction plus superficielle, transformant donc la recherche de l'amour en une épreuve permanente de validation. À partir du moment où un contenu capte massivement l'attention, il cesse d'être un simple divertissement pour devenir une opportunité économique. Et dans le cas du dating, cette opportunité elle est colossale. Selon plusieurs analyses de marché relayées par King Research et Statista, le marché mondial des rencontres en ligne perd aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars avec une croissance continue portée par l'explosion des usages mobiles et la transformation des comportements relationnels. Aux États-Unis par exemple, près d'un adulte sur 3 a déjà utilisé une application de rencontre et à l'échelle mondiale, ce sont désormais des centaines de millions d'utilisateurs qui interagissent quotidiennement sur des plateformes conçues pour monétiser le désir, la solitude et l'espoir d'une relation amoureuse. Dans ce contexte, le succès de Pop the Balloon n'est pas surprenant. Et sur Internet, lorsqu'une demande, comme je disais tout à l'heure, devient visible, structurée et répétée, le business ne tarde jamais à suivre. L'économie de l'attention fonctionne ainsi. Ce qui capte durablement l'attention finit toujours par être transformé en produit. C'est exactement ce qui s'est produit avec Pop the Balloon. Le format a d'abord prouvé sa capacité à retenir l'attention, à retenir l'audience sur YouTube, puis à se diffuser sur toutes les plateformes sociales avant d'être récupéré par Netflix qui y a vu une machine à engagement parfaitement compatible avec ses propres objectifs de rétention et de croissance. Mais l'étape la plus révélatrice arrive ensuite. Lorsque les créateurs qui ont rendu ce concept viral, on les a cités tout à l'heure dans la vidéo, eux-mêmes ils décident d'aller plus loin en lançant leur propre application de rencontre inspirée directement de l'univers de Pop the Balloon. Cette application va capitaliser sur une communauté déjà existante et sur un fonctionnement que le public connaît déjà. En termes business, c'est un avantage
énorme. L'attention est déjà là, la marque est déjà installée, la confiance, elle aussi, elle est parfaitement acquise. Il ne reste plus qu'à transformer cette audience en utilisateurs, puis ces utilisateurs en clients via les mécanismes classiques qu'on connaît tous du dating en ligne, c'est-à-dire l'abonnement premium, les options de visibilité et les fonctionnalités exclusives. Et c'est là qu'on comprend que Pop des Balloons n'est pas seulement un concept viral, mais c'est un prototype économique, un laboratoire à ciel ouvert qui a démontré qu'il est possible de gamifier la rencontre amoureuse. Ce que Tinder a fait avec le swipe, Pop des Balloons le fait avec le ballon. Mais cette logique ne s'arrête pas à une application ou à un show. Elle révèle une transformation plus large. L'amour est désormais intégré dans une économie de plateforme avec ses métriques, avec ses tunnels de conversion, avec ses stratégies de rétention et ses modèles de monétisation. La solitude et le manque d'amour deviennent donc des opportunités commerciales. Plus la rencontre est difficile, plus les utilisateurs seront incités à rester, c'est-à-dire donc à payer pour optimiser ou alors pour augmenter leurs chances. Ce phénomène se décline également de différentes manières que j'ai pris soigneusement le temps d'analyser dans l'une de ces 2 vidéos.